Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Avant de vous présenter notre superbe interview avec Anthony Bourbon, je voulais vous parler de mon application préférée pour organiser mon quotidien. Et oui, vous l'aurez deviné, je parle évidemment de Notion. C'est pas la première fois qu'on en parle sur ce podcast et c'est assez normal puisque les 3/4 de mes invités ne jurent que par Notion. Alors la raison, elle est simple. C'est un produit magnifique, rapide et intuitif pour gérer aussi bien vos projets professionnels que personnels. C'est à la fois un outil de collaboration, de prise de notes, de partage de documents, de planification et d'organisation de vos projets au quotidien. Bref, le tout dans une seule application. Que vous soyez entrepreneur ou sur le point de vous lancer, je vous recommande vivement Notion. Commencez à utiliser gratuitement Notion et tentez d'économiser jusqu'à $1000 sur votre abonnement en tapant notion.com/Yacine Scali. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Allez, je vous laisse entre les mains d'Anthony et je vous souhaite un excellent épisode à tous. Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de dire, dis-moi si je me trompe, et là je regarde mon invité, que je reçois le CEO qui a carrément inventé le podcast, quoi. J'ai tapé ton nom sur Spotify, je pense que tu as plus d'épisodes que moi j'en ai fait avec Dans la tête d'un CEO. Bon, vous l'aurez deviné, on reçoit le boss de Feed et Blast Club, Anthony Bourbon. Comment va ? Très bien, et toi ? Merci pour cette introduction. Bah écoute, je pense que tu as bien compris qu'on pose les bases de ce dont on va parler pour parler un petit peu des, comment dire, faire un sommaire, parce que souvent les gens me disent ouais c'est déstructuré tes conversations. On va parler de Feed évidemment, on va parler de Blast Club, on va parler de qui veut être mon associé, mais on va surtout parler de toi Anthony. Moi il y a une chose qui m'intéresse énormément aussi, c'est ton parcours et aussi ta communication et peut-être parler un peu de l'écosystème, voilà. 1 heure, ça va être riche. Let's go. Bon, première question toute simple. Là, ça devrait aller. Est-ce que tu peux te présenter et que les gens comprennent qui tu es ? Volontiers, je m'appelle Anthony Bourbon, j'ai 34 ans. Je suis entrepreneur et investisseur. J'ai cette double casquette qui me permet de comprendre à la fois l'opérationnel du quotidien des fondateurs, mais aussi la vision investisseur, les attentes qu'il peut y avoir. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait Blast, qui est un club privé où des particuliers peuvent investir à mes côtés dans les meilleurs deals de l'écosystème, qui étaient à l'époque inaccessibles en fait pour le commun des mortels, si je peux parler comme ça, parce qu'aujourd'hui, si tu es pas bien intégré dans l'écosystème ou que tu n'as pas des tickets de 50 000 € minimum à mettre dans les boîtes, c'est impossible de pouvoir rentrer dans les bons dossiers. Et c'était important pour moi. Là, tu parles de business angel plutôt quand tu parles de 50 000 €. Ouais. Okay. Et c'était important pour moi, tu vois, au vu de mon histoire, d'ouvrir cette verticale parce que ça fait 5-6 ans maintenant que je suis dans le monde startup. Je l'ai observé, je l'ai analysé. J'ai constaté qu'il y avait vraiment des soucis, on va dire, d'inégalité, d'injustice quasiment. Et comme dans toute verticale où je passe, j'essaie de l'ouvrir au peuple dans le sens noble du terme, de manière à ce que tout le monde puisse en profiter. Aujourd'hui, on parle de Startup Nation, on parle de licorne, on parle de gros multiples, de business angel, de fonds d'investissement. Mais la réalité, c'est que Madame Michu à Jonzac, c'est parce que c'est une start-up. Si elle veut y investir, elle ne sait pas comment il faut faire. Et c'est le but du Blast Club qui est, on va dire, la suite naturelle de Feed que j'ai créé quand j'avais 26-27 ans, qui était une marque de food tech, comme on dit. Donc, c'est de la nutrition pour tous les moments de la journée. Mais on l'avait mis à la mode du jour avec un cahier des charges très précis. On faisait des repas complets au début dans des bars. Et puis, on a ouvert vers du snacking protéiné. C'est une boîte qui a bien fonctionné. On a levé plus de 35 millions d'euros, qui cartonne. On a eu différentes étapes. On a eu des super performances. Après, on a eu une période très compliquée avec le Covid, puisque forcément, les gens n'allaient plus à la salle de sport, avaient le temps de déjeuner chez eux. Mais on a su se réinventer. On a su créer une communication autour de cette marque qui a été puissante. On a créé ce qu'on appelle un bon storytelling, qui est authentique, évidemment, parce que c'est la base d'un storytelling, mais qui est évidemment bien utilisé, bien amplifié, bien dispatché sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que j'essaie de montrer aux nouvelles marques, soit chez qui j'investis, soit que j'accompagne, à quel point les gens n'achètent pas forcément
qu'un produit, mais aussi une vision, univers, un fondateur. Et du coup, voilà, ça c'est l'histoire. Et puis après, pour rentrer un peu plus dans le perso, j'étais plutôt issu, moi, d'une famille très compliquée, avec un père violent, une mère qui forcément n'était pas hyper équilibrée parce que mon père lui faisait la misère. Ce qui fait qu'à 16-17 ans, je me suis retrouvé à la rue. Donc vraiment sans rien. Il y en a beaucoup qui disent je viens d'en bas, mais tu sais, quand tu creuses un peu, ils ont toujours eu 100 000 euros par-ci, 100 000 euros par-là. On en a tous autour de nous. Petit argent de poche. Ouais, qui te disent moi j'ai galéré, je sais ce que c'est, puis en réalité leur loyer était payé par leurs parents, etc. Non, moi vraiment j'étais dans la rue sous les ponts, et donc j'ai vécu toutes les étapes de pas savoir comment manger à la fin du mois, jusqu'à aujourd'hui être un peu ce qu'on pourrait considérer dans l'opulence ou dans la déconnexion, parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui je suis entouré de gens qui sont tous quasiment millionnaires, on vit tous dans des très grands appartements, on vit tous dans des super vacances, on a tous des très belles voitures, des très belles montres, et en fait cette déconnexion est assumée, tu vois, j'ai aucun problème, mais parfois gênante, tu vois, quand je suis dans mon lit, là j'étais dans l'avion, là par exemple pendant 2 jours, là j'étais un peu loin, et que je fais un point sur ma vie, je me dis waouh, c'est quand même incroyable les différentes étapes qu'il peut y avoir. Donc c'est aussi ce message d'espoir que je veux envoyer en disant à tous ceux qui nous écoutent, quelle que soit votre situation actuelle, il ne faut pas abandonner. Et ça peut paraître un message un peu facile qu'on donne dans tous les podcasts, mais c'est une réalité, parce que moi j'étais à 2 doigts parfois de la mort, quoi, si je schématise, hein, ou à 2 doigts vraiment d'une vie, à faire la manche. Ouais. Et aujourd'hui, parce que j'ai été résilient, parce que j'ai pas abandonné, parce que j'ai eu de la chance aussi, mais il faut la provoquer, parce que j'ai été capable de faire preuve d'abnégation, parce que j'ai pas lâché, parce que j'ai été optimiste. Aujourd'hui, je m'en suis sorti. Ça veut pas dire que tout le monde peut le faire, mais ça veut dire que au moins il faut essayer, pas faire la Calimero, faut voir le verre à moitié plein, essayer de s'endurcir avec les différentes épreuves que vous aurez vécues, et chaque moment qui peut paraître très compliqué, au final vous pouvez le transformer en force, et c'est ce que j'ai essayé de faire modestement. Putain, tu m'as donné trop d'éléments là. Au fur et à mesure, ce qui est très dur comme métier de podcasteur, c'est que tu as envie de rebondir, mais tu laisses terminer l'invité, et puis après tu me redonnes des nuggets, donc je suis en mode merde. Une mini question, et tu vas voir vers quoi on va continuer. Mais sur Blast Club, c'est quoi le ticket d'entrée ? C'est pour ça que tu disais que tu voulais que ça soit accessible à beaucoup de personnes. C'est à partir de 1 000 euros. Donc tu peux investir 1 000 euros par startup jusqu'à 80 000. Donc ce qui est cool dans Blast Club, c'est qu'on a à la fois des gros business angels qui vont déployer des centaines de milliers d'euros chaque année, et des petits business angels qui veulent juste mettre 10 000 euros dans l'année, 1 000 euros dans 10 startups différents par exemple. Et nous, on va proposer 3 deals par mois, où moi j'investis toujours mon oseille, dans lesquels je crois beaucoup, qui sont des dossiers très early stage, donc c'est toujours du pré-seed ou du seed, donc au tout début d'une aventure, quand les valorisations sont très basses, il n'y a pas de clients, peu de traction, mais par contre quand ça fonctionne, tu peux faire des énormes multiples. C'est là que les plus belles perfs sont accessibles, en sachant que ce qu'on appelle le capital risk ou le private equity un peu plus tard, c'est quand même la verticale la plus rémunératrice d'Europe dans ces 10 dernières années, quand on la compare à l'immobilier, à la bourse. La plus risquée, mais en réalité, quand tu dispatches bien ton argent et que tu paries pas sur 2-3 lignes, mais que tu vas investir dans une dizaine minimum de tickets, là, tu peux réussir à amoindrir vraiment, parce que quand tu es dans l'écosystème, que tu as accès aux bons fondateurs, que tu sais à l'avance quelles verticales sont en train de chercher, creuser les fonds d'investissement, tu peux te positionner en amont. Et sur 50 boîtes dans lesquelles j'ai investi à titre personnel, il y en a 2 qui sont mortes, dont une où j'ai récupéré 70% de l'argent, qui s'appelait Pony Express. Donc bref, tout ça pour dire que sur 50 boîtes en 5 ans, il y en a 2 qui sont mortes, et qu'en ayant vendu uniquement 20% de mes lignes, en étant en cash out de 20% de mes lignes, j'ai déjà gagné largement par rapport à ce que j'ai investi. Donc c'est une autre conception de l'investissement que de l'immobilier. L'immobilier, quand tu achètes un immeuble, tu te dis jamais bon, je peux tout perdre sur cet immeuble, parce que même s'il prend feu, il y a une assurance. Alors que les startups, en fait, tu investis dans 10 lignes, tu peux te dire, ok, je vais peut-être en perdre 5 qui vont mourir, mais même si j'en ai qu'une qui surperforme et qui cartonne, elle rachète tous mes autres échecs. Donc c'est un état d'esprit. D'un fonds d'investissement. Exactement, un fonds d'investissement. Avoir une boîte qui offset la perte de toutes les autres. J'ai une mini question là comme ça. Bon. Habituellement, je reviens sur ton parcours, etc. Mais là, je pense que les gens vont très vite comprendre. On a beaucoup de choses dont on doit discuter. Donc, ton parcours va être en relief à travers toutes tes réponses. Est-ce que tu te considères, est-ce que tu as ce syndrome de Jeanne d'Arc ?
C'est quoi le syndrome de Jeanne d'Arc? Je sais pas, j'ai le sentiment de me dire que c'est moi qui l'ai créé là. Ok. Le sentiment de me dire, tu es un porte-étendard pour les plus démunis, pour les plus pauvres. Très souvent du coup parce qu'on les met un peu tu vois, en compétition, mais au détriment des plus riches. Pourtant tu es entouré de plus riches, ça fait partie de ta communication. Donc voilà, c'est un petit peu la question très globale, mais est-ce que tu sens que tu es habité par une sorte de mission et comment ton entourage le reçoit à ce niveau-là? Très intéressant comme question parce qu'effectivement c'est un peu dichotomique, c'est le grand écart. C'est-à-dire que la réalité c'est que dans mon entourage il n'y a que des gens très riches et dans la plupart de mes communications je stigmatise ou en tout cas je pointe du doigt la réalité du quotidien qui est que l'injustice est partie prenante de notre vie et de notre société. Et c'est pas du tout pour opposer les classes sociales parce que je suis ni d'un côté ni de l'autre. Moi mon but c'est de remettre la méritocratie au cœur de la société. C'est quoi la méritocratie? La méritocratie, c'est que tout le monde puisse s'en sortir en une génération. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, un pauvre, pour s'extraire de sa condition initiale, il lui faut 8 générations. C'est un livre super intéressant, sociologique, qui s'appelle Enfance de classe, de Bernard Lahire, qui en parle. Donc, si je schématise, c'est quasiment impossible, quand tu nais pauvre, d'avoir une vie correcte parce que tu vas galérer et tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tes arrière-arrière-petits-enfants galéreront aussi. Et il y a une autre étude qui est sortie dans les Échos la semaine dernière qui montrait que les probabilités que tu puisses toi-même intégrer une grande école quand tes parents ont fait cette grande école, ou ont des noms à particules, ou ont tel métier, c'est des multiples colossaux. Et ça, en fait, je trouve ça pas juste. Et évidemment que je comprends les riches. Et moi, si un jour j'ai des enfants, je ferai en sorte de leur donner un maximum de privilèges parce que j'aurai travaillé pour ça. Mais ce qu'il faut, c'est quand même que celui qui n'a pas cette chance puisse avoir de l'espoir parce que sans espoir, la société n'a aucune possibilité de vivre sereinement. Il y aura une révolution. Et malheureusement, je pense que, et c'est un peu une de mes missions de l'éviter, que la société va imploser et qu'il va y avoir une lutte des classes terrible qui va réapparaître. On a commencé à le voir avec les gilets jaunes. Il n'y avait pas de vision. J'allais dire, on est déjà dans une lutte des classes. On y est déjà, mais elle n'est pas encore violente au point où ça va être, je pense, de notre vivant. Les gilets jaunes, il n'y avait pas de vision. Et t'imagines que les gilets jaunes, c'était à l'époque parce que le prix de l'essence avait un peu augmenté. Sauf que ces gilets jaunes ne savent même pas que ça existe, ce que je vois. Moi, j'ai des amis qui dépensent 200 000 euros par week-end parce qu'ils prennent un jet privé pour aller à New York faire une soirée d'Halloween. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Et ce qui est terrible pour moi, c'est que je vivais en HLM quand j'étais petit et j'économisais pendant 2 semaines pour me payer un kebab. C'était le moment, tu vois, de joie du mois. Vraiment, tu vois, j'allais me prendre mon kebab frites, sauce blanche. J'étais refait, quoi. J'étais vraiment content. Qui a bien augmenté. Qui a bien augmenté parce que c'était 3,50. Je me souviens à Pessac quand j'étais en banlieue. Alors, c'était vraiment des trucs pas ouf, mais et c'est vrai que la dernière fois je passais devant un kebab et je dis waouh, l'inflation c'est 7 balles c'est sans incroyable, boisson, quoi. C'est donc, ça. Et aujourd'hui moi le premier, tu vois, je suis tombé dans le piège de l'argent et que tout te devient normal puisqu'en fait tu es entouré de gens qui ne l'apprécient pas forcément, qui sont habitués à dépenser 10 000 euros pour partir en vacances, qui sont habitués à voyager en business class, qui sont habitués à aller au ski tous les hivers. Tu voyages pas en business ? Si, okay. si. Ouais. Et c'est pas un paradoxe pour toi d'avoir ce discours, de traîner aussi avec des gens qui claquent 200 000 euros par week-end et en même temps, c'est une bonne intro sur la communication, mais dis-moi si je me trompe, je crois que tu disais que tu vivais dans un 50 mètres carrés, là où tu pouvais te payer clairement un 200 mètres carrés vu sur la Tour Eiffel. J'ai pas le chiffre exact, mais je crois que tu disais que tu étais assez minimaliste et que tu gardais un certain nombre d'objets essentiels à ta vie et le reste tu... Ouais, c'est intéressant. Effectivement, pendant plus de 10 ans, j'ai vécu dans un 40 mètres carrés où il n'y avait pas de canapé, où j'avais un bureau, un lit, aucun meuble. Et là, j'ai déménagé, tu vois, il y a quoi, peut-être 3 mois, 4 mois. Et ma copine a insisté lourdement. C'est vrai que c'était un mode de vie très spartiate. Ouais, c'était hardcore. Elle n'était pas fan de... Ouais. Et là, du coup, j'ai pris un bel appartement où tu es. Donc, on peut pas dire où il est. Ah, mais t'habites ici ? Ouais. Ah, trop drôle, ok. J'habite, et donc ça me sert aussi de bureau. Parce que, effectivement, je reçois la plupart de mes teams régulièrement ici. Moi, je travaille beaucoup en remote. Ça me permet d'être concentré sur mon taf et exécuter un maximum de choses. Ouais. Et en fait, c'est évident, et je le vois aujourd'hui, quand tu t'es habitué à un certain style de vie, c'est très dur de redescendre. Quand tu as voyagé en business allongé, que tu peux dormir, quand tu retournes en éco avec les jambes pliées pendant 12 heures, sûr que t'es pas bien. Et c'est ça qui est très dur, et c'est un piège, le confort, parce que tu t'y habitues, et plus tu gagnes d'argent, plus tu montes ton lifestyle. Et c'est pour ça que moi, je me laisse toujours un énorme tampon.
entre ce que je pourrais me permettre de m'offrir et ce que je m'offre réellement. Parce que si tu t'offres le max de ce que tu peux avoir, si un jour ça se passe mal pour toi, tu vas souffrir. Alors qu'en réalité, moi, l'argent, j'en suis pas du tout dépendant. Ça me dérangerait pas d'acheter des pâtes et de manger des pâtes tous les jours. Tu vois. Attends, c'est hyper drôle ce que tu disais. J'allais te demander en fait, est-ce que tu as honte d'être riche? Mais la réelle question, c'est est-ce que tu as peur de redevenir pauvre en fait? Ouais, c'est plutôt ça. Pas forcément peur d'être pauvre parce que je pense que je vais perdre mon argent, mais on sait pas de quoi demain est fait. Et s'il y a une vraie guerre, s'il y a une vraie révolution, la richesse, l'argent, au final, on l'a vu pendant le Covid, hein, quand tout le monde a peur de sortir pour pas mourir, ça te remet tout devient relatif. Et s'il y a une vraie guerre, on était quand même pas loin d'une 3e guerre mondiale là, en ce moment, t'as beau avoir de l'argent, quand tu prends une bombe sur la tronche, tu la prends sur la tronche. Et en fait, je veux être préparé à la difficulté, à la souffrance. Et c'est pour ça que je m'impose un rythme de vie assez spartiate, en fait, même si ça se voit pas là dans l'appartement. Mais, par exemple, je vais jamais boire de café, jamais boire de jus d'orange, je me fais pas de kiff, je mange toujours la même chose, je bois de l'eau, je me satisfais vraiment du minimum. Parce que, c'est con, mais je me lave toujours avec de l'eau très froide, je me lave les mains à l'eau froide pour pas consommer de l'eau chaude. Enfin, c'est un peu spécial. Je me mets dans une dureté de manière à pas devenir un fragile, tu vois. Et c'est pas une honte d'être riche parce que j'assume complètement et je sais que je serai milliardaire, tu vois. C'est un objectif, non pas parce que je veux de l'argent pour faire n'importe quoi, mais parce que je veux envoyer un message au monde et dire aux jeunes et au peuple dont je fais partie: si moi je le fais, vous pouvez le faire. Je suis pas particulièrement intelligent, j'ai pas de contact, tu vois. Initialement, je connaissais personne à Paris ou en France, j'ai pas été aidé. T'as grandi où toi? J'ai grandi à Bordeaux, Okay. j'ai fait mes études à Bordeaux, j'ai fini mes études à Paris. J'ai 2 masters de droit, droit des affaires et droit immobilier. Et après, j'ai fait pas mal de business à l'étranger. Je suis revenu à Paris pour les startups. Mais vraiment, et c'est pas pour faire genre, mais si je l'ai fait, d'autres peuvent le faire. Tu vois, par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai une capacité de travail qui est très forte. Je suis pas un mec brillant, mais je lâche rien, c'est-à-dire que je suis un bulldog. Pour m'épuiser, il faut vraiment être chaud. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de concurrents, j'ai eu beaucoup de concurrents dans différents business que j'ai fait. Ils n'ont pas pu, la plupart du temps, tenir le rythme. Parce que quand ils partaient en vacances, je travaillais. Quand ils allaient en boîte de nuit, je travaillais, etc. etc. Donc c'est vraiment pour moi l'ambition, la résilience, la passion, parce que tu dois aimer ce que tu fais, qui à la fin te feront gagner. Et encore, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que tu dois tout donner et tu n'es même pas sûr d'y arriver. Donc à toi d'être capable de te complaire dans cette difficulté et d'aimer ça. C'est-à-dire qu'il faut aimer souffrir, et c'est ce que te diront tous les grands sportifs à l'entraînement. Ils aiment la douleur parce que quand ils ont mal, ils savent que ça paye, que c'est en train d'avancer, pour qu'en réalité la compétition, le jour de la compétition, ce soit que du bonheur. Un Usain Bolt d'ailleurs, je recommande son livre parce qu'il est incroyable. Tu vois la souffrance, ou même le livre de Nadal. Nadal, c'est terrible, tu vois, il s'entraîne le pied cassé, etc. Enfin, c'est terrible. T'as mal au ventre quand tu lis le bouquin tellement il souffre, le gars. Et il dit en fait, Roland Garros, c'est une formalité. J'y vais, le match il dure 5 heures, mais c'est rien comparé aux dizaines d'heures d'entraînement chaque semaine. Ce qui fait que pour lui, et Usain Bolt c'est encore plus parlant, il dit: je dois courir 10 secondes pour être champion olympique, mais la réalité c'est que ça fait 1 an que je cours tous les jours, donc les 10 secondes c'est du kiff, et tu le vois sur son visage. C'est pareil pour le business. Au quotidien, il faut aimer la souffrance, en faire son ami, son allié, tout en restant évidemment connecté au réel, en ayant conscience que l'échec t'observe toujours dans la pièce, tapis dans l'ombre, il est quelque part, et qu'il attend le moindre faux pas, mais qu'en réalité cet échec, qui interviendra forcément à un moment ou à un autre, même très souvent, c'est constructif. C'est quoi l'échec là, si je te pose la question? Parce que j'ai envie de me dire, si demain Feed ferme, si demain Blast ferme, si demain, je sais pas, M6 te rappelle pas, ça va, t'as de quoi vivre quand même pendant quelques années. Ouais, donc mais il n'est pas financier l'échec. C'est quoi pour toi l'échec? Il y a différentes formes d'échec et chacun peut l'identifier différemment, mais pendant longtemps, entre 18 et 25 ans, j'ai échoué à peu près tous les projets que j'ai lancés. Il y en a plein qui étaient très bien partis, ou alors je gagnais, tu vois, 100 000 balles, 200 000 balles, mais rien de game changer. J'ai beaucoup échoué. Et c'était dur parce qu'à chaque fois que je commençais à sortir la tête de l'eau, on me la remettait encore plus bas. Et j'avais quasiment l'impression que c'était mon destin, tu vois, d'être pauvre. Et que le monde me disait: non, reste avec nous, reste pauvre. Tu vois, et souvent c'est quelque chose qu'on observe quand je parle à des jeunes, parce que j'ai fait un fonds de dotation qui vient aider les jeunes en difficulté. Et la plupart, quand ils te racontent leur histoire, ils te disent: c'est fou, le monde entier est contre moi. Parce que ton entourage
même les plus proches, tes parents, ton frère, ta sœur, ton mec, ta meuf, veulent te conserver auprès d'eux, quasiment dans leur médiocrité, si je suis un peu sévère, parce que ça leur permet d'accepter leurs propres échecs. Parce que si tu es à côté de quelqu'un qui explose, qui réussit, qui a une vie incroyable, ça te désespère. Tu te dis, waouh, j'ai une vie pourrie à côté. Quoi. Alors qu'en fait, si tu gardes l'autre, et c'est pour ça que je vous invite vraiment de manière très ferme à fuir les pathogènes, à fuir les gens qui vous disent que ce n'est pas possible, ceux qui veulent casser vos rêves, ceux qui vont vous pousser à rester dans votre petit confort personnel. Fuyez ces gens-là, non pas parce qu'ils sont contre vous, qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils veulent vous laisser dans les sables mouvants, alors qu'en réalité, les personnes qui sont vraiment positives pour vous, c'est ceux qui vous disent « lance-toi, prends des risques ». Va suivre ta passion. Et c'est très dur en tant que parent, j'imagine, puisque j'ai pas d'enfant, d'accepter cette part de risque pour son enfant. Et si ton enfant te dit, moi, j'ai envie d'aller élever des autruches en Australie, ta première action, c'est de dire non, va plutôt travailler en finance, à la défense, à Paris, tu seras tranquille. Tu vois, un peu moins contemporain. Là. Un peu moins en ce moment, mais ou va faire une start-up, ou tu vois, un truc un peu plus classique. Mais t'as pas envie que ton enfant, il aille à 24 heures d'avion de ton domicile, parce que tu vas moins le voir, parce que est-ce que nourrir des autruches, ça paye bien, est-ce qu'il va pouvoir s'acheter une maison ? Alors qu'en réalité, la passion te permet toujours d'attirer l'argent, parce que si tu aimes ce que tu fais, tu deviens bon dans ce que tu fais. Et si tu es le meilleur dans ta verticale, tu génères de la valeur. Et si tu génères de la valeur, à un moment, ça génère de l'argent. Alors évidemment, il y a des métiers qui sont moins voués à te rendre millionnaire que d'autres. Mais tout ça, c'est des valeurs que tu dois définir, créer, je pense, ta propre brand plateforme. Brand plateforme, c'est vraiment un papier, un document où tu vas écrire ta mission de vie et les valeurs pour l'atteindre. Typiquement, moi, tu vois, ma mission, c'est déclencher une révolution dans le pays positive pour remettre la méritocratie au cœur de cette même société. Et les valeurs pour l'atteindre, c'est des valeurs qui sont les mêmes dans toutes mes sociétés, que ce soit Feed, que ce soit quand je fais de l'immobilier, que ce soit quand je fais Blast, peu importe. C'est ambition, détermination, résilience, passion. Et dès que j'ai une question compliquée qui se pose à moi, je me repose ma mission, mes valeurs, et j'ai la réponse immédiate. Idem quand je recrute quelqu'un. Quand je recrute quelqu'un, je préfère avoir quelqu'un qui a moins de compétences, mais qui rentre pile poil dans mes valeurs, plutôt que quelqu'un qui a un profil exceptionnel, mais qui ne rentre pas dans mon monde ou dans ma mission. Ça ne veut pas dire que ma mission ou mes valeurs sont meilleures que les siennes, loin de là, mais c'est simplement qu'on n'a pas la même vision. Il y a des gens qui n'ont pas le même but de vie, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes attentes, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes méthodes, et c'est pour ça que cette brand plateforme vous permettra de gagner beaucoup de temps à la fois dans vos choix de vie personnelle, comme dans votre métier, tu vois. Si parfois on me propose de faire des week-ends, on me propose d'aller faire la fête, de boire de l'alcool, et que j'hésite, je me dis attends, c'est quoi ta mission ? C'est quoi tes valeurs ? Ouais, résilience. Il faut savoir faire des concessions. Donc les concessions, ça peut être, moi j'ai pas le temps de boire de l'alcool parce que je sais que ça me fait trop mal. Je mets 2 jours à m'en remettre, j'ai mal à la tête, je dors mal, ça me décale dans ma semaine. J'ai arrêté de boire. Tu vois, c'est plus simple. Ça m'empêche pas de voir mes amis de temps en temps, mais je préfère avoir une bonne discussion autour d'un dîner et parler avec eux plutôt que d'aller en boîte de nuit, quoi. Ils t'ont pas collé l'étiquette du gars chiant? Si, ils me prennent pour un ouf. Genre vraiment, le gars il boit pas, le gars concrètement, est-ce que carrément à chaque soirée t'es là en mode les gars vous buvez du champagne, vous auriez pu prendre la bouteille un peu moins chère ou... Non, ça pour le coup je suis plutôt un kiffeur. Ok. Je suis plutôt un kiffeur, je suis très paradoxal, c'est-à-dire que je me serre la ceinture toute l'année. Je vois énormément de paradoxes depuis tout à l'heure. J'ai mon psy qui disait que c'était plutôt bon signe et que les gens qui se remettaient souvent en question étaient remplis de paradoxes, ils étaient à la fois, et c'est mon cas, très immatures sur plein de sujets, tu vois, les relations humaines et tout, je suis limite autiste, et et très mature sur le business. Je vais être très calme, mais aussi très excité. Je vais avoir confiance en moi, tu vois, je peux parler dans plein de conférences, ça m'arrive régulièrement devant 3000, 4000, 5000 personnes sans stress, mais en même temps être très timide sur d'autres aspects. Donc tu vois, c'est rempli de contradictions. C'est quoi les aspects qui te rendent le plus timide ? Je sais pas, aller dans quelque chose qui est assez nouveau pour moi, ça m'angoisse, tu vois, je vais avoir besoin de maîtriser exactement comment ça se passe, tu vois, je dis n'importe quoi, mais la première fois que j'étais maître de l'essence dans une station-service, c'est quelque chose que je connaissais pas, j'étais en panique, ou alors je vais dans une nouvelle adresse que je connais pas, je vais devoir regarder sur Google Maps avant à quoi ça ressemble pour être sûr de pas passer pour un con, de faire 3 fois le tour devant l'immeuble. Enfin, tu vois, j'ai des trucs comme ça. Et c'est quoi là à ce moment-là ? C'est le fait de dire qu'il y a des passants qui, disons-le, on n'a rien à foutre de toi et te connaissent pas, mais t'as peur d'être jugé ? C'est quoi, non, je sais de pas. De passer pour un con quand tu dis ça. J'ai un rapport. Le psy dit que j'ai des TSA, que j'ai des troubles du spectre autistique, tu vois, et que j'ai une hypersensibilité qui fait que
la moindre chose est amplifiée à mes yeux. Et donc, je suis même un traitement médicamenteux, tu vois, pour calmer cette hypersensibilité. Alors, c'est de la lamotrigine et des bêta-bloquants, pour être très précis pour ceux qui auraient fait médecine. Okay. C'est pour vraiment me temporiser, faire en sorte que mes battements du cœur, j'en ai moins. Typiquement, j'avais 80 battements minutes, là j'en ai 60, pour avoir moins de décharge d'adrénaline. Et comme j'étais quasiment drogué à l'adrénaline, je cherchais des pics constants, tu vois, d'excitation, et après j'avais des downs. Et le but, c'était un peu de me lisser, tu vois, ces sauts d'humeur ou ces excès d'ambition que je pouvais avoir. T'as du mal à gérer tes émotions? Ouais, je suis plutôt... elles arrivent en pleine c'est assez face, violent. À 100 à l'heure. Ouais, j'ai été obligé parce que depuis tout petit, en fait, j'ai tellement eu des pics de folie autour de moi. Tu vois, quand t'as un père qui défonce une porte à coups de couteau pour rentrer dans la salle de bain, ou toi t'es enfermé avec ta mère, en fait, t'es obligé de créer une carapace émotionnelle pour pas être affecté. Et ça a créé chez moi ce qu'on appelle un choc post-traumatique. Tu vois, c'est un peu comme les mecs qui vont à la guerre, qui reviennent. Ils ont vu des trucs tellement fous que sur le moment, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont protégés. Et a posteriori, tu vois qu'ils ont une perception des événements qui est différente. Il y a un déni parfois. Ouais, t'as un déni, c'est des trucs que tu digères. Parfois, j'y repense, tu vois, souvent quand je voyage bizarrement dans un train, dans un avion, parce que tu vois, c'est un peu le seul moment où je me pose et que j'ai le temps de réfléchir. Et je repense à plein de choses. Je me dis, waouh, c'était chaud quand même. C'est pas que t'es loin de tes repères aussi à ces moments-là? Si, c'est possible parce que moi, j'ai vraiment un problème. Alors, ça, c'est assez classique aussi chez les hypersensibles. J'ai un mode de vie militaire. Très répétitif, c'est-à-dire que je me couche exactement à la même heure, je me lève à la même heure, je travaille à la même heure, je vais au sport à la même heure, et dès que tu me sors de mon quotidien, je suis un peu bouleversé, tu vois, je suis pas bien. Et typiquement, je pourrais jamais, par exemple, avoir un métier de commercial, voyager, prendre l'avion régulièrement, prendre ma voiture, dormir dans des hôtels. Dans un hôtel, pour moi, c'est une angoisse parce que je dois faire ma valise parfaitement, faut que je la déplie, après faut que je la re-range, quand j'arrive, tu vois, c'est vraiment, ça m'angoisse parce que ça me sort de mon quotidien. Donc je suis assez spécial, mais ce que j'observe quand même, c'est que c'est souvent ce qui fait de vous quelqu'un de bizarre, ce qui vous permettra de réussir. Et les gens autour de moi qui ont été successful, que ce soit dans le business, dans le sport, dans l'art, peu importe, ont toujours quand même des spécificités très assumées et qui les rendent uniques. Et je pense que le message à retenir, c'est: aimez-vous comme vous êtes, n'essayez pas de vous travestir, n'essayez pas de vous inventer une personnalité, n'essayez pas de rentrer dans le moule, n'essayez pas d'être normaux, n'essayez pas d'être comme tout le monde. Et c'est très difficile parce que moi, très souvent, on m'a jugé, même mes amis, t'en parlais tout à l'heure, me disaient: Anthony, t'es trop bizarre. Là, il y a 2 semaines, on a fait un dîner, c'était l'anniversaire d'un pote, Jonathan Angelov, qu'on embrasse. Qui est passé à ce micro. Ah ouais, bon ben voilà, CEO d'Aircall. Et ils sont tous sortis au Rasputin après. Ah, c'était son anniv. C'était son anniv. Et ils m'ont dit: viens, on sort. Et je sais pas, j'étais pas bien, il y avait trop de monde et tout, tu vois. Mais t'étais tu en plus. Ouais, mais j'étais au dîner. J'étais au dîner, mais tu vois, ils sont tous sortis. J'ai pas été à la soirée. Ils m'ont tous dit: mec, t'es trop bizarre, t'es un autiste, tu sors jamais avec nous. Je dis: ouais, mais demain j'ai sport à 10h30. Il dit: mais bouge ton sport. Je dis: non, je peux pas, c'est toujours à 10h30. Et tu vois, j'arrive pas à m'abandonner dans ce mode de vie quand ça devient trop facile, un peu comme tout le monde. Je voyais pas, je sais pas, j'avais pas envie d'être. J'étais content que ce soit son anniv, j'étais content d'être là pour lui, j'étais content de participer au cadeau, j'étais content de le voir. Mais je sais pas, j'avais pas envie d'aller en boîte. Et tu vois, en fait, tu dois pas avoir peur de dire: bah non, moi j'ai pas envie. Et le lendemain, j'étais au sport, j'étais trop content à 10h30, tu vois. Et ça n'empêche que vous êtes revus depuis, et bien vous sûr. allez vous revoir. Et il le sait, il me connaît, donc ça les fait marrer, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que soyez comme vous êtes et acceptez vos différences, et les gens doivent les accepter. Pareil, moi j'ai beaucoup de mal à aller faire des déjeuners, aller faire des dîners, aller prendre des cafés avec les uns les autres, tu vois, c'est pas un truc qui m'amuse. Je le dis. Quelqu'un me propose un déjeuner, je dis: non, désolé, c'est pas contre toi, mais je refuse tous les déjeuners parce que ça me coupe trop la journée. J'ai un mode de vie qui est assez militaire, j'enchaîne les rendez-vous. J'ai pas le temps de passer une demi-heure dans le taxi, puis une demi-heure au retour. Pour être 1 heure avec toi, ça m'a cramé 2 heures. Viens, on se fait un visio de 3/4 d'heure. Je peux prendre des notes en même temps. Tu peux me dire où t'en es. Je peux t'apporter de la valeur parce que je suis au calme. J'entends bien ce que tu me dis. Il n'y a pas un gars qui gueule à côté, qui raconte ses histoires. En plus, quand je suis dans un restaurant, je suis obligé d'écouter tout ce qui se dit autour de moi. Tu vois, tout est amplifié, les bruits sont forts. Ça, c'est trouble déficient de l'attention, non? Ouais, et l'hyperactivité. Ouais. L'hyperactivité, je cours dans tous les sens. Ouais. J'ai beaucoup de mal à me concentrer, tu vois, plus d'une demi-heure. Au bout d'une demi-heure,
je m'ennuie, tu vois. Donc quand je suis avec les gens qui travaillent avec moi, ils me disent Anthony, s'il te plaît, reste avec nous. Je dis non, c'est trop tard, je suis parti. En fait, déjà, tu m'as tendu la perche, je n'en avais pas prévu. De toute manière, au début du podcast, comme avec tous mes invités, je t'ai posé la question de c'est quoi les sujets que tu veux éviter. Donc on n'est pas là pour parler ni de politique, ni de polémique ou autre. En revanche, sur la partie psycho, ça m'intéresse énormément. Je trouve que c'est sous-coté, qu'on commence à en parler de plus en plus. Tu as parlé du fait de garder tes différences qui au final feront tes forces. Bon, on va pas se mentir, avant qu'elles deviennent des forces et avant de pouvoir demander de l'aide externe, c'est que ça a été aussi des handicaps, des choses qui t'ont fait du mal. Et d'ailleurs, on parle de John, mais Jonathan Angelov, lui aussi, a vécu une enfance très particulière. Donc tout le monde le vit et le digère à sa manière. J'aimerais juste parler un petit peu de cette partie psy. Ça fait combien de temps que tu vois un psy ? Tu nous as parlé de pas mal de conditions, donc TSA. Moi, j'ai décelé du TDAH, on parle d'hypersensible. Est-ce qu'il y a du haut potentiel intellectuel dans tout ça ? Et en fait, qu'est-ce que ça te... L'idée, c'est pas de te mettre dans des cases, mais est-ce que ça t'a donné des cartes pour mieux lire, mieux comprendre qui tu étais et comment t'épanouir ? Effectivement, c'est un point qu'on n'aborde pas assez parce qu'il y a toujours une sorte de honte, tu vois, sur ces sujets, alors que moi, au contraire, j'assume à 100% et je l'ai réalisé assez tard. J'ai vu beaucoup de monde, beaucoup de psy, de médecins. Tous, ils te mettent dans une case très prédéfinie et tu es censé répondre à tous les critères. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup dire TSA, parce que c'est le trouble du spectre autistique qui est extrêmement large. Et les gens connaissent pas trop, donc voilà. Ça passe. Et en fait, ça te dit surtout que tu peux avoir que quelques points de différenciation, mais tu n'es pas obligé d'être un autiste à tous les niveaux. Et c'est rassurant parce qu'en réalité, te comprendre, c'est la première chose qui te permet d'évoluer, de t'améliorer. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais juste fou, en fait. Et tu vois, les gens autour de toi, ma mère, mes parents me disaient toujours, quand j'étais jeune, t'es un fou, de toute façon, t'es comme ton père, etc. Et donc, en fait, tu te dis, bon, je suis fou. Ta maman te disait ça Ouais, j'avais une famille... Tu faisais des conneries ou Non, mais tu vois, genre, parce qu'on ne te comprend pas. Même eux, d'ailleurs, ne te comprenaient pas, tu vois. Même moi, mon père, aujourd'hui, j'ai compris son comportement. Je l'excuse pas parce que t'es toujours maître de ce que tu fais, tu vois. Moi-même, j'ai quand même une tendance assez excessive, tu vois, dire que quand j'étais jeune, je pouvais être violent, j'avais des montées, tu vois, d'énervement assez terribles, mais c'est pas pour autant, tu vois, que je m'en suis pris à des femmes, c'est pas pour autant que je tape dans les murs comme un Mongolien, enfin, tu vois, l'humain a toujours le choix. Je considère, tu vois, même si, oui, parfois tu dois lutter contre tes instincts, tu vois, primaires. Je dis souvent que je suis un peu comme Naruto, pour ceux qui connaissent, qui a le démon à 9 queues à l'intérieur de lui, le renard. C'est une sorte de puissance qui peut être très négative quand elle est mal gérée, mais quand tu l'as bien domestiquée, elle peut te servir. Typiquement, quand j'ai besoin d'un peu d'énergie, bam, je vais piocher à l'intérieur, tu vois, de mes tripes, cette énergie, mais il faut pas que je le laisse prendre le contrôle. Et c'est aussi pour ça que je bois pas d'alcool, parce que dès que je bois, je libère. Et il prend le contrôle. Et je sais que je suis le seul à pouvoir gâcher ma propre vie. Tu vois, je vois pas quelqu'un qui puisse me détruire parce qu'honnêtement, je suis chaud. Je suis déterminé. Ça va être très compliqué. Mais par contre, moi, je sais que je peux tout gâcher. Et donc, je veux avoir un contrôle total. Alors, il y en a qui vont dire, mais Anthony, c'est important de lâcher prise. J'allais te dire, parce que tout à l'heure, tu nous parlais de beaucoup de, tu sais, d'un planning un peu militaire, de te dire, mais non, mais moi, j'ai besoin, et parfois d'autres personnes ne le comprennent pas, d'avoir ce sport demain à 10h. Et en fait, tu es en train de dire... Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu as besoin de légèreté ? Est-ce que la légèreté, c'est juste mater une série Netflix ou alors te bourrer la gueule avec John et d'autres personnes ? Si, évidemment, j'ai toujours des moments de décompression, mais qui sont toujours sains. C'est-à-dire que le sport, moi, ça me fait un bien fou. C'est de la légèreté contrôlée, quoi. Ouais, c'est contrôlé, mais en fait, c'est vraiment bateau. Et parfois, il y en a qui me disent sur les réseaux, oui, mais c'est pas drôle les conseils que tu donnes parce que c'est pas drôle. Ils sont, enfin tu vois, les gens préféraient que je dise, écoute, faut se bourrer la tronche, faut beaucoup sortir, s'amuser, faire des week-ends. La réalité, ce que je dis, c'est que il faut faire du sport, faut travailler, faut bien manger, faut faire attention aux excès, faut pas fumer, faut pas prendre de drogue. Mais c'est des réalités, bien dormir. C'est des trucs en fait, ça fait des millénaires que les gens qui réussissent font ça, quoi. C'est-à-dire que en tout cas, c'est ce qui me correspond. D'autres ont peut-être besoin de lâcher prise le week-end. Et par exemple, John, tu vois, on a une histoire qui est assez proche. Hein. Lui était en famille d'accueil, etc. Pareil, il connaît pas trop ses parents. Bon, histoire compliquée. Je laisse en parler plus en détail, mais il en a parlé. Il en a parlé en plus et il l'assume à 100%. Donc c'est pour ça que je me permets de l'évoquer. Lui est un mec très social.
Tu vois, il aime le contact humain, il aime sortir, c'est un fou des boîtes de nuit, des restos, il adore ça. Tu sais, c'est le mec, il a toujours 50 personnes autour de lui, enfin, c'est vraiment un kiffeur. Et c'est comme ça qu'il a réussi à trouver son équilibre. Le week-end, il peut pas passer un week-end en restant chez lui, c'est impossible. Alors que moi, tu me laisses un week-end chez moi, lire un bouquin, jouer à FIFA et faire un bon dîner avec ma meuf, je suis au top. Tu vois, C'est le moment que tu nous balances ton PSN ou quoi? C'est PlayStation. Ouais, alors le nom est ridicule, je peux pas le donner parce que je vais me faire harceler. Je le connais, les gens, c'est des ouf. C'est que j'ai des gens, ils dorment en bas des bureaux et tout. Enfin, c'est le problème quand t'es investisseur, c'est que les gens savent que tu peux, modestement, mais changer leur vie parce que si tu leur donnes 500 000 balles pour leur levée de fonds, ça peut faire exploser leur boîte. Ouais. Et donc, du coup, j'ai des vrais. Je pense à Raibet de Papépi aussi, voilà. Qui a été très, très audacieux. Mais attends, tu vas nous raconter une petite histoire un peu farfelue de personnes qui ont dormi en bas de tes bureaux? Ouais, il y en a qui ont mis des tentes dans la rue. Alors heureusement, tu vois, on met des fausses adresses sur Google. Donc ça sert à rien de revenir rue Saint-Honoré, par exemple. C'est pas Je confirme, on n'y est pas. Et les gens mettent des tentes devant, vont essayer de nous suivre quand on fait une dédicace à la Fnac, ils vont venir dans les portes de derrière. Et du coup, je peux vendre ton adresse là. Ouais, il faut pas. C'est pour ça, t'as vu, ça veut dire que je te fais confiance. Bon, j'honorerai ta confiance. Mais ouais, et c'est délicat parce que d'un côté, j'ai envie d'aider les gens. Et tu vois, c'est dans ma nature et c'est ce que je vends. Et Raibet, quand il est venu, bon, pour faire très simple, il s'est fait passer pour un livreur Chronopost. Il a réussi à avoir mon numéro par une journaliste de BFM. J'ai décroché, j'étais en rendez-vous, je devais recevoir un colis, je lui ai dit c'est Chronopost. Il m'a dit oui, mais j'ai perdu votre adresse, c'est quoi? J'ai votre colis, j'ai donné l'adresse, il est venu, il a menti à la secrétaire. Bon, quand je dis comme ça fait négatif, mais c'était dans un bon état d'esprit. Bon, il arrive à me rencontrer. Il a réussi à lever 300 000 euros. Ça marcherait pas avec tout le monde. Disons-le clairement, il a été audacieux, mais ça aurait pu en froisser plus d'un. Et je pense que d'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que dans l'écosystème, ça en froisserait plus de 50% ou au contraire, plus de 50% serait accueillant? 95% l'auraient très mal pris. On est d'accord. Parce que l'écosystème est élitiste. Raibet, c'est pas du tout un profil comme on a l'habitude de voir, qui a fait des grandes écoles, qui s'appelle Hubert de je sais pas quoi, ce qui est quand même la norme aujourd'hui en France dans les startups. Donc non, il se serait fait gerter dans beaucoup de cas. Et la preuve, il avait essayé de lever des fonds dans tout Paris, il n'avait pas réussi. Donc j'étais un peu sa dernière chance. Ça a fonctionné. On dit souvent que le business ou la vie, c'est un peu comme un trousseau de clés, c'est toujours la dernière clé qui ouvre la porte. Donc il faut pas lâcher. Et au final, tu vois, il a levé 300 000 euros avec moi. Et puis derrière, il a relevé 500 000 à qui veut être mon associé. Puis il a levé 1 million avec Monoprix. Et il a avancé, donc encore une fois, ne pas baisser les bras, être audacieux, ça paye pas toujours. Il a bien fait parce qu'il a choisi la bonne personne. Moi, je suis un mec qui vient d'en bas. Donc en fait, évidemment, je vais être sensible à ce genre de choses. En fait, Il a été malin, tu vois, quand je vois des profils évidemment qui sont proches du mien, ça me touche toujours. Mais je veux pas faire dans la discrimination positive, tu vois, c'est pas un truc dans lequel je crois. J'investis quand les gens sont bons. Quand ils sont déterminés. S'ils ont juste une histoire difficile, ça justifie pas qu'on investisse chez eux. Il faut qu'il y ait une passion, il faut qu'il y ait une mission, il faut qu'il y ait du business derrière. C'est pas parce qu'il n'y a pas assez de femmes que je vais investir chez la première femme venue. Même si c'est super important à mes yeux qu'il y ait plus de fondatrices dans l'écosystème parce que c'est terrible de voir à quel point c'est gouverné par... Les investisseurs sont des hommes, 95% du temps. Évidemment, tu investis dans les personnes qui te ressemblent, c'est assez classique et assez logique, on peut même pas les blâmer. T'as fait des grandes écoles, t'es blanc et t'as 30-50 et un homme, bon bah tu vas investir chez les hommes qui ont 30-40 ans, qui ont fait des grandes écoles quoi. Mais c'est quasiment, ça s'explique socialement. Typiquement t'es, je sais pas moi, au fin fond de l'Afrique, dans un bus, t'es le seul blanc, t'es le seul à parler français et t'as un autre blanc français qui vient au fond du bus et qui parle ta langue, tu vas aller vers lui naturellement parce que tu sais qu'il partage ta culture, que vous allez partager des intérêts en commun, que ça va te faire du bien de parler avec quelqu'un qui a la même langue que toi. Bon, mais c'est la même chose avec les VC, ils reçoivent 100 dossiers par semaine, ils sont obligés de filtrer sur ces critères-là. Et d'ailleurs, c'est peut-être le moment de saluer Raibet et Fatiha que j'ai croisés dans les backstage de la Cigale. Ça, c'est moi qui me la pète. Non, mais très sérieusement, belle preuve de résilience. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis, même si les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je crois qu'ils sont passés sur TF1, ils ont fait genre en une soirée 60 000 euros de CA, donc plutôt cool. Mais est-ce que, et c'est peut-être le moment de repasser côté feed, est-ce que le succès de la boîte, est-ce que c'est que de la com? Est-ce qu'il y a vraiment un game changer en termes de produits?
Ou est-ce que c'est un peu des deux, mais que la réalité, le succès auprès des consommateurs, et on revient à ce que tu disais au début, c'est les valeurs que tu prônes et que eux achètent? Je pense que c'est un compromis, un mix de tout ça. Il faut que tes produits à un moment ils plaisent. Ouais. Et on a vu la différence entre les premiers produits feed qui sont sortis avec les poudres qui étaient un peu déceptifs. Les consommateurs arrivaient pas à bien les mélanger, ça faisait des grumeaux. Le repas complet, on avait du mal à l'expliquer aux Français parce qu'ils aiment déjeuner, avoir son bout de viande, son bout de pain. C'est vrai qu'on est la pire des cibles. On est la pire des cibles. Je m'étais dit on va le tenter, mais en fait c'était pas une bonne idée. Mais encore une fois, tu vois, il y a qu'en essayant que tu le sais. Et maintenant on est convaincu que le repas complet en France, en tout cas le substitut de repas, c'est une niche, tu vois, qui sera jamais colossale d'un point de vue chiffre d'affaires. On fera pas 100 millions juste avec ça. Okay. Mais on a pu pivoter et on s'est servi de la légitimité qu'on a accumulée avec ces repas pour lancer des nouvelles gammes de snacking, de repas minceurs, et ça fonctionne. Donc, il faut itérer, il faut essayer, il faut se lancer, parce que la réalité, c'est que devant Excel, tu peux faire plein de belles projections, mais le marché, il faut y confronter pour avoir la réponse. Et du coup, oui, le produit a vraiment évolué. Aujourd'hui, il est top. Je vais t'en donner d'ailleurs quand tu vas partir. Allez, là. La marque, c'est très important. C'est-à-dire que des marques qui font des bars, il y en a une tonne. Mais si tu racontes une histoire et que les gens, ils te connaissent, qu'ils t'ont vu sur Instagram, sur TikTok, à la télé, qu'ils ont lu ton bouquin, bon ben forcément il y a les podcasts que j'ai juste sous les yeux d'ailleurs. Voilà. Tu vois, à un moment c'est une sorte de galaxie de notoriété. Il y a plein de points d'entrée, plein de points de contact, métro, etc., acquisition, qui font que quand ils hésitent entre ton produit et une marque concurrente basique, ils vont toujours aller vers ton produit. Okay. Donc la notoriété est importante, la brand est importante, personnifier la marque c'est important parce que tu t'attaches beaucoup plus facilement à un humain qu'à une barre de chocolat, ce qui est logique. Et donc du coup, quand tu réussis à maîtriser tous ces aspects, tu peux créer une marque forte. Justine Hutto l'a très bien fait avec Respire, Edwige avec Barouders, bref, il y a plein d'exemples, Cyril avec les petits bidons. Mais pourquoi ? Parce que il y avait toujours cette crédibilité derrière. Justine Hutto, c'est une vraie sportive qui a vraiment ce sens humain, qui aime les gens, qui aime courir des marathons, qui fait attention à ce qu'elle se met sur la peau. Cyril des petits bidons, c'est un vrai ayatollah de l'écologie. Il va faire très attention à sa consommation du quotidien et donc quand il fait une marque éco-responsable, c'est la suite logique. C'est un petit peu... et Barouders, c'est pareil. Barouders, c'est une plateforme de seconde main outdoor où tu peux vendre tes skis, acheter tes planches de kite, etc. etc. Et elle, c'était une grande sportive, Edwige, et elle avait cette notion, tu vois, de la seconde main. Elle faisait attention à comment elle s'habillait, à comment elle consommait, elle voulait pas de fast fashion. La boîte devient son étendard, la boîte devient son micro, son haut-parleur, son amplificateur de messages, tu vois, et c'est là où t'es au max quand t'es dans l'alignement avec ce que tu es. Blast, aujourd'hui, ça prône les mêmes valeurs que Feed. Blast, c'est un club ouvert à tous, qui permet de rentrer dans les deals qui sont vraiment élitistes, qui sont très compliqués à avoir. Et donc, ça veut dire qu'une boulangère de Jonzac, elle peut investir aux côtés de fonds d'investissement comme Sequoia, comme Anthony Bourbon, comme Xavier Niel, comme n'importe quel gros invest. C'est quand même incroyable. C'est quoi les gros deals, là, si tu veux nous en parler, sur Blast, que vous avez fait, sachant que ça a ouvert il y a 2-3 mois, là on enregistre, on est le 29 novembre. Ouais, on est le 29 novembre, on a fait 2 deals, on ne peut pas encore les discloser parce que vis-à-vis de l'AMF, alors on est très suivi. Si on publie en janvier, t'es sûr Ouais, je préfère pas prendre de risques parce que le moindre truc, tu peux avoir des sanctions vraiment violente parce qu'en fait dès que ça touche à l'argent il y a une protection de l'épargnant qui est mise en place en France et à juste titre parce qu'il y a eu tellement d'escroqueries etc que c'est important de rentrer dans les clous et on n'a pas le droit de communiquer sur des deals qui sont en cours ou pas closés de manière à ce que ce soit pas un appel public à l'épargne, c'est à dire qu'en gros il faut pas qu'on puisse me dire t'as dit à des gens d'investir dans ce projet, ils y ont été, admettons le projet meurt, c'est de ta faute, ils ont perdu de l'argent. Tu vois, je grossis le trait, mais c'est ultra régulé. Et vous êtes régulé par l'AMF, vous ? Ouais, bien sûr. Donc c'est comme un fonds d'investissement et en fait vous allez gérer, c'est ça la différence de, je sais pas c'est un family office. Je sais pas un family office il est régi par l'AMF par exemple. Je pense qu'il doit avoir un autre agrément. Il y a plusieurs agréments. Typiquement le fonds d'investissement, c'est pas le même agrément que nous. Nous, il y a des agréments PSFP, donc c'est des agréments crowdfunding. Après il y a des agréments PSI, c'est pour les services d'investissement où tu vas être conseiller. Après tu as le CIF, conseiller en investissement financier. Tu as plein d'agréments différents. Nous on n'est pas un fonds d'investissement parce qu'un fonds d'investissement
il va avoir, admettons, 5 millions d'euros que lui ont confié différentes personnes, en général avec des tickets minimum à 300-400 000 euros, et lui peut l'investir où il veut, le fonds d'investissement. Nous, c'est différent, on est un club, je vais te proposer 3 dossiers par mois, où moi j'investis, et tu as le choix, ou non, de mettre entre 1000 ou 80 000. Enfin, entre 1000 et 80 000. Tu peux mettre 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, tu mets ce que tu veux. Mais c'est toi qui prends la décision de ton libre arbitre d'investir là-dedans. C'est pas moi qui te conseille. Et si tu nous donnes pas les noms, est-ce que tu peux nous donner quelques détails sur, je sais pas, le nombre de personnes qui se sont inscrites versus qui ont payé sur le premier ou le deuxième deal? C'est quoi les montants qui ont été mis au total? C'est intéressant. Nous, on a ouvert le club à uniquement 550 personnes lors du lancement. On avait 6000 personnes en liste d'attente qui voulaient payer, qui avaient enregistré leur carte bleue et compagnie. Donc sur le site, quand on a lancé, en 1 minute, tout était vendu. Ça montre l'attraction qu'il y a autour de l'entrepreneuriat et la volonté des gens. Avec une belle communication. Avec une belle com, c'est vrai qu'on l'avait bien fait. Bien teasé sur Insta. Bien teasé. Et en fait, ce qu'on offre, c'est plus que faire partie d'un club où tu investis, c'est des événements, c'est apprendre comment ça fonctionne dans l'écosystème, avoir accès à du contenu gratuitement, tu vois, sur qu'est-ce qu'une due diligence, comment bien investir, comment analyser un fondateur, c'est quoi un pacte actionnaire, c'est quoi un bad liver, enfin voilà, plein de questions. Et nous, on a envie d'éduquer le marché. Et du coup, pourquoi certains nous ont demandé, vous avez vendu uniquement 550 adhésions? Tout simplement parce que moi, je garantis aux membres qu'ils vont pouvoir dépenser un certain montant d'argent, investir plutôt que dépenser, qu'ils vont pouvoir investir un certain montant. Et donc, c'est ce qu'on appelle cette allocation annuelle, parce que c'est des adhésions qui sont valables 1 an. Pour pouvoir les assurer, il faut que je trouve des deals. Et donc, des deals, des levées de fonds où ils vont pouvoir rentrer. Et si je fais rentrer immédiatement 5000 membres, ce que j'aurais pu faire, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'ai trop de levées de fonds pour qu'elle soit qualitative. Et en fait, la réputation du fonds et les performances que va faire le fonds sont primordiales pour le projet. Moi, c'est un projet très long-termiste. C'est pas un coup, tu vois, de NFT où je fais un drop pour prendre de l'argent facilement. Et vu que on avait envie de se roder, de prendre la bonne équipe, de recruter, d'avoir la tech, de vérifier si ça fonctionne, on y a été petit à petit. Et en janvier, on refera une vente d'adhésion et on remettra des places parce que maintenant qu'on a eu l'agrément avec l'AMF, maintenant que notre tech, notre technologie, notre site internet est prêt, on pourra y aller. Et donc sur ces 550 premiers membres, pour répondre à ta question, sur les 2 premiers deals, on a eu environ 350 personnes qui se sont positionnées pour un montant de 1 million d'euros sur chaque deal. Donc c'est au total. C'est à chaque fois. Donc ça fait 2 millions. Ouais, voilà. Ça fait 1 million au total. Okay. Et donc du coup, ça montre que vraiment il y a eu une confiance qui s'est installée. Les pitchs se sont bien passés. Ce qu'il faut dire, c'est que quand moi j'ai un dossier, je le mets d'abord en ligne. On donne toutes les informations et mon analyse technique et les raisons pour lesquelles j'y vais. Pourquoi j'aime ce dossier. Donc les gens ont accès. Tu mets les flags ou pas? Bien sûr. Ah ouais, je suis obligé en plus légalement. Je suis obligé. C'est-à-dire qu'avant même de mettre le dossier en ligne, je dois le faire valider par l'AMF, je dois faire valider que tout ce qu'on dit est justifié, etc. etc. Okay. Mais tu mets, ou quand je dis les flags, c'est vraiment te dire, écoutez, ce dossier a l'air super. Mais voilà les risques. Ah ouais, les bien risques sûr. sont là, à garder de près. On est obligé légalement. On est obligé de tout discloser. C'est-à-dire que si on a vu qu'ils étaient short cash, donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus d'argent en juin 2023, il faut qu'on mette, attention, short cash de juin 2023. La marque n'est pas encore déposée à l'INPI. Il faut y faire attention parce qu'un concurrent pourrait... Donc on marque tous les risques, on fait une sorte de SWOT, quoi, tu vois, c'est-à-dire qu'on prend ce qui est bien, ce qui est pas bien, on fait l'analyse. Voilà. Et SWOT, strength, weaknesses, opportunities and threats. Exactement. Donc, force, FFOM, je crois. Force, faiblesse, opportunité, menace. Voilà, on voit que tu as bien suivi tes cours. Ouais, alors là, je suis pas un boss de ça, mais ouais. J'ai assimilé quelques petites notions en 5 ans. Une fois qu'on a fait ce dossier, qu'on l'a mis en ligne, qu'il y a le deck, donc on voit la présentation, il y a le business model, le business plan, les cash flow, etc. On organise un live avec les fondateurs et les membres du club. Donc là, il y a les 500 personnes généralement qui viennent.
Et il y a un pitch sur 1 heure où on va lui poser toutes les questions. On fait venir des membres à bord qui posent leurs questions, etc. Et c'est hyper intéressant parce que je crois beaucoup en l'intelligence collective. Et même pour moi, c'est riche d'enseignement parce que sur les 500 personnes, il y en a forcément qui ont pensé à des trucs auxquels moi, j'ai pas pensé. Okay. Et donc, du coup, ça me permet aussi de ça remet en question ou pas? Ça remet pas en question, mais par contre, on peut identifier des sujets et on peut dire au fondateur, là-dessus, on va se mettre un workshop parce que votre réponse, elle était pas ouf. On se le note. Okay. C'est important d'adresser ce point. Donc, il n'y a rien de... C'est pas des red flags qui deviennent totalement rédhibitoires. Il n'y a rien eu. Après, on parle de 2 deals pour le moment. Peut-être qu'il y aura. Disons qu'on a quand même vraiment, c'est notre métier. Et donc, les questions vraiment pièges qu'il faut se poser, on les connaît par cœur. Donc, c'est plus, tu vois, sur des idées marketing la plupart du temps, où quelqu'un qui dit vous devriez travailler avec telle autre marque, ou vous devriez faire un partenariat. Mais c'est plus, voilà, des points business que des risques on audite des boîtes à longueur de journée, on a même des auditeurs en interne qui vont tout vérifier, tu vois, comme des commissaires aux comptes, etc. On est vraiment dans un truc pointu, on va rentrer dans le détail de chez détail, et même quand on présente les deals pour qu'ils soient validés par les PSI, les personnes qui ont les agréments et compagnie, il faut qu'on montre qu'on maîtrise le dossier à la perfection, ça rigole pas du tout. À partir du moment où il y a de l'épargnant dans le coin, c'est en France extrêmement strict. Encore une fois, je trouve ça bien parce que ça évite qu'il y ait des escrocs et ça évite de briser une verticale. Typiquement, les startups, c'est quand même quelque chose de très nouveau en France, en tout cas pour le peuple. Si premier dossier, parce que Blast, je vois pas d'autres clubs de business angel qui soient aussi, on va dire, connus et qui ont cette qualité de deal. Si nous, imagine, on fait une escroquerie, ça peut tuer la verticale startup parce que les gens vont se dire laisse tomber, les startups c'est des escrocs. Tu vois, il y a eu des problèmes avec The Family. Je connais mal l'histoire et tout le monde n'est sûrement pas responsable, etc. Qui a fait quoi, on le verra, la justice tranchera. Mais ça envoie quand même un vrai mauvais message parce que c'était. Il manque de l'argent. On va dire qu'il manque un peu d'oseille. Quelques millions pas au bon endroit. Et en fait, c'est dommage parce qu'ils ont vraiment créé quelque chose de beau pour l'écosystème. Ça a motivé plein de jeunes à se lancer. Ça a permis à plein de startups de réussir. Mais à la fin, le message, tu vois, il est foireux parce que les gens se disent mais il faut faire attention là-dessus. Mais c'est comme tout. En fait, c'est comme le Web3. T'en as plein qui vont dire le Web3, c'est un truc d'escroc. Ça reste des humains qui sont derrière le Web3. Et donc, c'est pas parce que FTX, le founder, il s'est barré avec 2,5 milliards et qu'il s'est acheté des maisons avec l'argent. Que c'est pas la crypto qui est méchante. C'est juste les fondateurs, c'est l'homme qui est derrière. En fait, c'est comme le début du web ou le début du téléphone rose ou le début. Il y a toujours des abus. Il y a d'autres responsables. Enfin, là, c'est de la due deal, c'est de la gouvernance. Exactement. Les fonds sont rentrés dedans comme des bœufs sans même regarder. Et tu vois, les plus beaux fonds du monde, comme Sequoia, sont rentrés sans faire de due deal. Ou en tout cas, ils les ont mal faites s'ils les ont fait, puisqu'ils n'ont même pas vu des trucs élémentaires. Pourquoi ? Parce que c'est des fondateurs qui sont extrêmement brillants. Ça reste un métier d'humain. Bah oui, c'est de l'humain. Et quand en fait, tu arrives à créer un FOMO, donc une fear of missing out, que tu vois, le founder, il dit si vous signez pas rapidement, je fais rentrer un autre fonds d'investissement. Un peu comme WeWork l'a fait. Adam Newman, il y a une série incroyable sur Apple qui s'appelle We Crashed, où on voit l'histoire de WeWork qui a levé, je sais plus, 500 millions ou un truc comme ça, un truc énorme à des valorisations. Gros paradoxe, il vient de relever avec le même fonds. C'est fou. Je crois 300 millions qu'il a je crois que c'est Andreessen Horowitz. De suite, il a valorisé en mode licorne. Et c'est ça qui est fou, c'est que les fonds, parfois, et encore une fois, faut pas généraliser, il y en a qui font très bien leur travail, mais ont besoin de gagner beaucoup. Si tu veux gagner beaucoup, il faut prendre beaucoup de risques. Et donc, si tu prends beaucoup de risques, à un moment, tu es obligé de suivre ton intuition. Tu peux pas due deal toutes les boîtes, surtout quand tu fais du pré-seed ou du seed comme nous, que tu es au tout début des aventures. À un moment, il y a des boîtes où on va investir, il n'y a pas de data. Donc, c'est de l'humain. Tu paries sur une personnalité, tu paries sur du talent à l'état pur, sur une capacité de pivoter, sur une capacité d'apprendre, sur une capacité de générer de l'émotion et d'embarquer avec toi des investisseurs, d'embarquer une équipe, d'embarquer des clients. Et c'est sûr que ça prend du temps et c'est pour ça que ça me paraît beaucoup plus sécurisant d'investir au travers d'un club comme Blast, parce que nous ça fait 6 ans qu'on fait ça tous les jours, que d'investir seul en te disant bon, je vais y aller au petit bonheur la chance, je vais y aller dans cette startup en sachant que les startups qu'on propose au peuple, c'est que tout le monde les a refusées avant. Les plateformes de crowdfunding classiques,
Oui, celles qui existent en tout cas dans les startups aujourd'hui, c'était des dossiers dont personne ne voulait dans l'écosystème, les fonds d'investissement ou les gros business angels, les business angels qui ont un nom et du coup que les fondateurs veulent avoir à leur capital. Et du coup, toi, tu te récupérais les savons liquides, naturels ou les je sais pas quoi sur des crowdfunding. Merci Andy, c'est pas mal quand même. Merci Andy a bien réussi, mais je suis pas sûr qu'il ait fait un crowdfunding parce que lui, pour le coup, il a été fondé et Louis est un ami, donc je connais bien l'histoire, par Utopia, qui est d'ailleurs un de mes fonds d'investissement. Okay. Et il a réussi à lever, je crois que c'était à l'époque 3 millions. Et ils ont fait une super marque, ça fait 8 ans qu'il y est. Il a généré une communauté d'ailleurs qui est très forte. Ils sont très bons sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Ils ont réussi à toujours avoir ce petit coup d'avance. Donc c'est pas du tout un projet, on va dire low cost comme on peut en trouver sur des plateformes crowdfunding classiques. Dernière question, parce qu'on a croqué le temps, mais du coup j'ai pris beaucoup de plaisir, j'espère que toi aussi. Dernière mini-question là avant de passer aux mini-questions du tac au tac sur Blast. Il est fait pour qui ce projet ? Il est fait pour les investisseurs ou pour les entrepreneurs ? Très bonne question parce que c'est les deux. Il est fait à la fois pour les investisseurs parce que ça permet à tout le monde de rentrer dans des deals inaccessibles qui vraiment, je l'espère, vont apporter de beaux multiples. Mais il est aussi fait pour les entrepreneurs parce que je veux donner accès au financement à tous les profils. Donc évidemment, je vais investir dans des grandes écoles. Évidemment, je vais investir dans des profils classiques, on va dire, de l'écosystème parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Quelqu'un qui a fait Polytechnique, c'est qu'il a la tête bien faite. Donc à partir du moment où il a la passion, l'ambition, il part avec des points d'avance. Okay. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas investir dans des profils différents qui n'ont pas forcément fait des grandes écoles, mais qui ont une énergie, une expertise, qui ont une envie de tout éclater. Et du coup, on permet à des jeunes de pouvoir lancer des projets, de pouvoir créer de nouvelles aventures, de recruter des gens, de créer des beaux produits. Et donc, c'est vraiment une chance incroyable parce qu'on est à la fois une sorte de liant entre les investisseurs et ces entrepreneurs. Et je pense qu'à terme, l'écosystème startup sera vraiment drivé par ce type d'initiative, ce type de club, parce que plus on va avoir de membres, plus on pourra financer l'intégralité de vie de la startup. On pourra aller du early stage jusqu'à la série A, B, C. Parce qu'en réalité, quand on aura 30 000 membres dans le club, on aura tellement d'argent à déployer qu'on pourra faire des levées de fonds de 15, 20, 30 millions d'euros. Donc je suis impatient qu'on puisse en arriver à ce stade. Et s'installer à la même table que les gros fonds d'investissement. Mais j'ai envie de dire merde. C'est gentil, merci. Souhaite tout ça. Bon, on se retrouve dans 30 secondes pour les questions du tac au tac. Première question très simple. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat ? Si tu pouvais l'associer à un mot ou un groupe de mots et pourquoi ? L'entrepreneuriat, c'est passion, ambition, détermination, résilience. Tes valeurs. Tes 4 valeurs. Est-ce que tu peux étayer un petit peu tes propos ? Entreprendre, c'est déjà se mettre en risque parce qu'il faut accepter de s'ouvrir au reste du monde et raconter son histoire. Et ça, déjà, c'est très dur. Un entrepreneur, il a un problème à régler avec lui-même avant d'être capable de vendre son produit. C'est aussi de la liberté, évidemment, mais une liberté qu'il ne faut pas prendre au premier degré en se disant je n'ai pas de compte à rendre, parce que tu as encore plus de comptes à rendre quand tu es entrepreneur que quand tu es employé. Tu as compte à rendre à tes investisseurs, à ton équipe, à tes clients. Donc c'est une véritable pression, mais c'est, je pense, le plus beau métier du monde, puisque si tu as bien choisi ta verticale, tu es passionné. Si tu es bon dans ce que tu fais, tu peux gagner beaucoup d'argent, et puis tu es au contact de gens qui sont brillants, ça te fait une culture générale qui est assez forte. Donc personnellement, entrepreneuriat plus investissement, je suis au max. Au top. D'ailleurs, juste pour savoir, le métier d'entrepreneur, tout confondu, tech ou pas, tu dirais qu'il se rapproche le plus de quoi ? D'un métier d'artiste, de sportif ? Ce serait quoi pour toi le plus gros parallèle ? Les deux sont vrais, hein. Tu es obligé d'être sportif dans le sens où tu dois être au maximum de tes capacités, tu dois avoir un entraînement et un rythme de vie extrêmement sain. C'est aussi artistique parce que tu dois être créatif, tu dois réussir à créer de l'émotion. C'est en fait un mix de plein d'éléments et c'est ça qui est très dur, c'est qu'on t'apprend pas en école de commerce ou dans n'importe quelle école d'ailleurs à savoir tout faire. Tu dois mettre les mains dans le cambouis au tout début, tu dois être capable de vendre tes produits chez Franprix, tu dois être capable de comprendre la tech, le marketing, tu dois être capable de recruter des gens, tu dois être capable de faire des Excel, tu dois être capable de faire du légal. Il y a vraiment énormément de sujets, donc il faut réussir à être le mouton à 5 pattes. Bien jongler entre tout ça, quoi. Deuxième question, du coup. Enfin, deuxième grosse question, passons. Si tu avais la possibilité de choisir un board member, donc quelqu'un que tu t'entoures à ton board, que ce soit pour Blast, pour Feed, qui est-ce que ce serait et pourquoi, sachant que ça peut être quelqu'un de vivant, mort, fictif ou réel ?
Elle est dure celle-là, hein. Elle est dure. J'aime bien. J'aime bien Bruce Wayne. J'aime bien Bruce Wayne, pourquoi ? Parce que ça va un peu à l'encontre de ce que je défends constamment et j'ai envie que les gens comprennent que je suis pas là pour opposer les riches et les pauvres. Et Bruce Wayne est la preuve que tu peux être très riche, héritier et avoir des belles valeurs à défendre. Et je trouve intéressant d'avoir cette capacité à vivre dans l'ombre, à passer vis-à-vis de l'extérieur pour un playboy qui dépense son argent, alors qu'en réalité, tu te bats pour le pauvre, l'opprimé, défendre les faibles. Et je trouve ça assez intéressant, cette capacité qu'il a à ne pas tomber dans son confort, dans le luxe dont il pourrait profiter comme la plupart des héritiers. Donc avoir cette vision qui vient un peu à l'opposé de ce que je suis permettrait d'avoir un bel équilibre. Bruce Wayne, donc Batman. Batman. Et je crois pouvoir dire que c'est un super-héros qui a une grande mission. Donc ça rejoint pas mal tout ce dont on a parlé, de Jeanne d'Arc, etc. au tout début. Question toute simple, mais c'est quoi le conseil le plus sous-coté ? Donc celui que toi, tu aurais vraiment voulu entendre à tes débuts. Alors, on l'a pas dit, mais tu as commencé en réparant des calculettes. Enfin, en trafiquant plutôt des calculettes. Tu as commencé à faire de l'investissement, etc. Je sais pas si c'est à ces débuts-là, au début de la création d'une réelle startup comme Feed, ou aujourd'hui d'un club d'investissement comme Blast. Mais c'est quoi le conseil le plus universel et en même temps le plus sous-coté ? Le conseil le plus sous-coté, c'est d'être capable d'apprendre à se connaître. C'est extrêmement dur et ça paraît évident parce qu'un humain est le seul à avoir ses propres réponses. C'est pas le conseiller d'orientation ou même tes parents ou même ton ami qui va te dire ce que tu veux faire de ta vie. C'est dans tes tripes. Mais très peu de gens sont capables de s'écouter, sont capables de faire cette introspection, de se poser les bonnes questions. Et si plutôt j'avais cru en moi, si j'avais essayé de me comprendre, mes différences, mes biais, mes forces, mes faiblesses, je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps et j'aurais pris confiance en moi plus tôt. Très clair. Et là, c'est la partie freestyle qui n'a pas été ni préparée avec toi, ni avec moi-même d'ailleurs. C'est quoi le game changer dans ta vie ? C'est quoi le tournant ? C'est quoi la chose que tu raconteras à tes enfants plus tard en te disant, tu vois ça, c'était super ou c'était très dur, mais c'est la personne qui a fait qui je suis aujourd'hui. Assez facile, moi c'est une rencontre avec une fille qui s'appelle Mélanie. Quand j'avais 18-19 ans, j'avais vraiment rien, j'étais pauvre, j'avais pas un euro. Et c'est la première fois que quelqu'un m'a envoyé un regard bienveillant, m'a dit moi je crois en toi et je pense que tu vas faire de belles choses. Elle m'avait prêté 5 000 €, c'était tout l'argent qu'elle avait économisé depuis qu'elle était toute jeune, elle était vendeuse, elle avait un métier pas facile et elle m'avait donné cet argent sans même me faire signer un papier. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit en fait, il y a de la pureté dans ce monde, il y a des gens qui sont positifs alors que on n'est pas de la même famille, on ne partage pas le même sang, mais elle a cru en moi et donc j'avais une forme de responsabilité envers elle et je voulais pas la décevoir. Et c'est à ce moment-là que tout a changé et que j'ai commencé à comprendre que en choisissant les bonnes personnes autour de toi, en ayant des gens positifs qui te poussaient vers le haut, tu pouvais faire de belles choses sans avoir de limites. Et aujourd'hui, on est encore très proches, grâce à moi, pas grâce à moi, mais grâce à elle et à notre travail, on a réussi à se sortir de notre situation initiale. Elle a de l'argent, elle a un super métier aujourd'hui, elle est directrice chez Feed et elle gère la plupart de mes investissements perso, elle gère mon immobilier, elle gère mes comptes quasiment. Et donc c'est un beau coup de pouce, mais aussi un beau contre-pied au destin qui nous avait prévu une vie assez terne. Sa famille était turque d'origine, pas super ouverte. Moi pareil, ma famille était pas géniale. Et aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut, on est libre. Et donc c'est un pied de nez qui est assez sympa et surtout qui doit envoyer de l'espoir à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et on la salue parce qu'il est 28, qu'il nous reste 2 minutes, sinon elle va te taper sur les doigts et moi aussi d'ailleurs. Elle rigole pas. Hein. Dernière question à 1 million. Ah non, 2 mini-dernières questions, mais celle-ci elle est très très rapide. C'est quoi ton dernier gros kiff et je parlerai de financier, sachant qu'on a beaucoup parlé d'argent et de ton rapport. C'est quoi la plus grosse folie que t'aies faite ? Dernièrement, une folie. Sois un peu fun, quoi, ouais. Anto. Non, grosse folie, franchement. J'ai acheté des montres, tu vois, très chères qui valent 300 000 €, mais en réalité, c'est du placement, donc c'est pas une folie parce que je l'ai payé 70 000 chez Audemars Piguet et elle vaut 300 000. Mais tu vois, c'est de l'investissement, donc c'est pas une folie, je la porte pas, elle est à la banque. C'est pour ceux qui connaissent, une Royal Oak Skeleton en 39 mm, donc Open Earth, bon, bref, super modèle. Mais non, mais un kiff que je me suis fait, tu vois, c'est tout con, mais regarde derrière toi, c'est l'écran d'ordinateur, tu vois, j'ai hésité parce que je me suis dit, il est vraiment cher, mais c'est un énorme écran incurvé.
Et ça a changé ma vie parce que t'as vraiment, c'est comme si tu avais 3 écrans et il est incurvé de telle manière que tu n'as pas besoin de bouger la tête pour voir les deux côtés. Tu vois, et donc tu gagnes vachement de temps. Tu mets tes mails, tes notes, ton Slack et en même temps, tu vois, tu peux faire tout un peu en mode trader. Donc ça, j'ai kiffé. Merci. Et ma dernière question qui est toute simple. Demain, tu as une offre de rachat de Feed sur la table. Elle est valorisée à, soyons fous, 3 milliards. C'est un géant. Il a prévu de racheter ton produit, ta base de clients, mais pas de garder tes employés. C'est quoi la décision ? À 3 milliards, je vais pas faire genre, je la vends. Donc, parce que c'est un super coût financier pour mes investisseurs à qui je suis redevable. Tu vois, ils ont investi chez moi, donc je dois rendre des comptes. À titre perso, ça me fait gagner beaucoup d'argent. Et les équipes, je sais qu'elles me sont fidèles et qu'elles savent que je les mettrai bien d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, il y a des BSPCE, les gens sont incentivés chez Feed, donc ils ont tout intérêt à ce qu'on vende en réalité. Et au-delà de ça, il y a plein de personnes que j'ai rencontrées avec Feed et qui m'accompagnent aujourd'hui sur d'autres projets parce que je pense que les personnes ne sont plus liées à avoir le même métier toute une vie. Quelqu'un qui est intelligent, il est capable d'évoluer, il est capable de faire plein de choses. Et j'ai rencontré des personnes incroyables avec qui il y a une loyauté très forte que moi j'ai envie d'aider. Et comme je l'ai fait avec Mélanie, elle restera toujours avec moi et je la mettrai toujours à l'aise et bien. Mais il y a plein de profils chez Feed que je continuerai à pousser. Et franchement, je sais qu'il y en a avec qui on va travailler longtemps ensemble, que ce soit avec Feed ou d'autres projets. Mais je vous souhaite toute cette merde du monde, si je puis dire. Un grand merci, Anto. Il est 30 pile poil. Magnifique. Merci de t'être prêté à l'interview. On n'a pas abordé certains sujets, on en a abordé d'autres. Moi, je suis très content. J'ai l'impression d'avoir découvert aussi un autre Anto à travers tous les médias dans lesquels tu es passé, donc un grand merci. Un petit dernier mot que j'ai envie de dire à tous nos auditeurs, mais vous n'êtes pas tout seul, il n'y a rien qui est tout noir ou tout blanc, c'est fait de plein de nuances, donc croyez en vous comme Anthony a su le faire avec passion et résilience, et peut-être que vous aussi vous allez réaliser vos projets, on vous le souhaite. Allez, un grand merci, à la semaine pro. Ciao Anto. Ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Les amis, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!